Je suis architecte, j'ai commencé à travailler comme architecte vers la fin des années, du siècle dernier, 99, la dernière année du siècle. Entre, on va dire, une pratique expérimentale, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de clients, et on cherchait plutôt des réponses à des questions qu'on se faisait. On a commencé comme ça, je commençais avec pas mal de copains, copines un peu, sur une pratique sous une forme de recherche, plus celle pas de la quête de la réponse, mais plutôt de l'élaboration d'une question qui tournait autour de comment produire de l'espace, comment construire pour nos corps physique, nos corps mentaux, nos corps politiques, comment réfléchir autour de cette idée, élaborer des systèmes qui permettent d'exister. Et comment faire que le monde soit à nous, comment s'y approprier. Un peu comme le thème de voilà, j'étais un peu dans ce truc-là. Je prenais une série d'images comme ça, un petit peu liées à des questionnements. Et très rapidement, j'en suis venu à monter une espèce d'équipe entre guillemets pluridisciplinaire, ou que j'aime bien, disciplinaire, autour d'une idée qui était quelque chose que j'ai appelé la mésarchitecture, des mésaventures architecturales, en anglais, si on fait anglais, une blague par rapport à mauvais et cette histoire de Miss Vendéro, où le plombier, sur un de ses chantiers, a qualifié son architecture de mauvaise architecture. Voilà. J'en ai fait une définition qui était la mésarchitecture, c'était un événement qui serait inespéré, non prémédité. Comment produire quelque chose qui serait de l'ordre du unexpected, non attendu. En tout cas, élaborer des systèmes, des espaces, des territoires, des actions qui généreraient des choses qui ne sont pas préécrites, et pas quelque chose qu'on envisage comme une maîtrise totale. C'était un peu des énoncés premiers. Un des énoncés, c'était aussi pour définir, comment définir les possibles destinataires, les possibles clients. Un terme que j'aime bien, c'est les inadaptés, les misfits, ceux qui ne fitent pas dans un système. Et donc on a travaillé, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille, moi, et puis les personnes qui gravitent autour de moi, à la fois assistants, partenaires, équipe, sur cette idée de produire de l'espace pour produire des situations inattendues autour des situations inadaptées. Ça donne un petit peu. Vous m'entendez quand je parle? Alors j'ai commencé, j'ai une suite diplômée d'une école qui n'existe plus, qui s'appelait Paris-Villebois, qui était une école très bien, qui se trouvait bien de l'Est de l'architecture, avec un certain nombre de professeurs, très bons professeurs. C'est un peu l'école qui a vu le jour après UP1, le schisme post-Beaux-Arts. Donc il y a cette école UP1 qui était Paris-Villebois, qui commençait la gare de l'Est et puis après on finissait dans les locaux du Beaux-Arts, dans le centre. Et en gros, c'est le premier texte que j'ai écrit qui ne me rend pas là, par rapport à ce que je peux faire, ce qu'on essaye de faire. Il n'y a pas d'esprit humain sans corps, c'est le temps. Et avec cette espèce d'énoncé final qui était, tout ce qu'on produisait, qui était d'expérimenter la fragilité comme concept
inhérent à tous les projets qu'on allait faire à partir de là. Qu'est-ce que la fragilité? Comment peut-on expérimenter ces notions de fragilité qui nous caractérisent? Alors, un tout premier projet, je vais vous présenter le projet. Tout premier projet qui probablement le projet qui s'appelle My First House. Ceux qui connaissent le slogan dans les années 70, c'était celui qui avait une branche de ses activités qui s'appelait My First Study, qui était le design pour les enfants. Et donc j'ai fait ma première maison pour ces clients, pour ces 5 clients, qui était une maison faite de bric-à-brac, My First House, une façon d'énoncer l'acte d'architecture autour de la question de la construction d'une protection même si elle est fragile, qui viendrait protéger les corps et réunir ce petit corps d'individus, ce petit groupe. José, Antonio, Bruno, qui sont peut-être mes premiers clients, qui ont été les premiers en tout cas à me demander de définir ce qu'était l'architecture, ce qu'était être architecte. Et je leur avais proposé ça, cette petite maison de 12 étages, sur la notion de fragilité. Être architecte, c'est faire avec la fragilité, c'est bâtir avec le fragile, pour accoucher d'autres choses, d'autres situations, mettre en relation les corps, mettre en relation ce qui n'est pas attendu. Dans la foulée, probablement 2-3 ans après, une invitation à la Biennale de Venise, à un architecte qui relançait la Biennale de Venise qui avait été arrêtée dans une dizaine d'années. Et donc en 2000, Maximiliano Fluxas, qui est le commissaire de la Biennale, on retourne à la Biennale d'architecture, avec un thème qui était plus d'architecture, plus d'éthique, moins d'esthétique. Et qui demande à une série de personnes, de jeunes gens, de jeunes praticiens, de réfléchir sur ce thème et de lui envoyer une proposition. La proposition que j'ai faite à l'époque, c'est celle-ci, c'était de prendre des personnes en situation d'extrême fragilité et d'essayer de proposer quelque chose qui révélerait cette situation. Ça, c'était la première chose, la première image que je me voyais. Et après, on a développé un projet autour de quelque chose, non pas pour montrer, la question n'était pas de montrer mon travail qui était embryonnaire, fragile, mais plutôt de montrer ce qui, moi, me semblait être le territoire d'action de l'éthique en architecture, c'est finalement s'engager et parler de la situation du monde tel qu'il était à ce moment-là. Le monde qui se caractérisait par les charters faits aux immigrés clandestins qu'on envoyait dans leur pays, qui étaient les clandestins qui passaient les frontières, dans une montée, il faut se rappeler aussi à l'époque, dans une montée, on est juste après les Berlinois, quand il y a l'article, il y a dans les archives des Berlinois qui viennent d'être achetés par les BNF. Je m'écarte un petit peu de mon propos, mais grosso modo, on était à un moment donné où ce qui me faisait réagir et ce qui était un monde dans lequel c'était d'apprendre qu'un enfant, un jeune homme de 16-17 ans avait été retrouvé mort de froid et mort de froid sur le tarmac d'un aéroport, l'aéroport de Bruxelles, parce qu'il venait de revenir en Europe, accroché au train d'atterrissage d'un avion. Et qu'on apprend que ce jeune homme avait été reconduit dans le pays d'où il venait, par charter, et qu'il avait déjà fait une fois la traversée, accroché à un train d'atterrissage. Et sur ce thème-là, en fait, sur cette situation-là, qui semblait totalement impossible, je me suis dit, c'est là où il faut. L'architecte a un rapport politique, d'engagement, c'est là où il faut parler d'appareil. Donc j'ai proposé de faire, pour la Biennale d'architecture, une architecture, une ébauche d'architecture ou un facsimilé architectural, je ne sais pas, qui parlerait de cette situation, considère et qui est de toute manière intolérable et insupportable, qui
qui est celle que partie de notre monde se met dans des états de danger absolu pour pouvoir échapper à leurs conditions, et qu'une autre partie de l'humanité regarde tout cela sans vraiment s'en inquiéter ou y prêter d'attention. J'ai proposé de construire une architecture de protection, une espèce de, je dirais un shelter, un bouclier, un objet protectif qui est un container pour voyager en toute sécurité dans les soutes des avions de ligne, de nouvelles compagnies aériennes. J'ai été jusqu'à produire, plutôt que de produire des maquettes, des objets, jusqu'à produire l'architecture à l'échelle 1, l'objet à l'échelle 1 qui s'appelle Body in Transit, une architecture pour protéger un corps, un individu, une personne, un homme, un humain, un être, pour protéger et lui permettre d'aller d'un espace à un autre. Alors, plutôt un projet qui questionne, un projet qui est une solution, un projet de questionnement. Et c'est là où finalement le statement, c'est en anglais, mais le fondement de la pratique a commencé sur produire des architectures, imaginer des architectures non plus comme juste des espaces qui répondent à des fonctions et à des programmes, mais plus comme des espaces, des situations qui questionnent le monde dans lequel on est, dans lequel on vit, dans lequel nous évoluons. Et du coup, à franchir cette limite qui est toujours assez tenue entre art et architecture, qui est de dire mais finalement le territoire sur lequel j'opère et celui du questionnement et donc de l'autonomie de pensée pour produire du sens. Un premier projet autour de la question, un autre projet autour de la question de fragilité, c'est comment redessiner l'intérieur qui symboliquement est très fort, c'est des cordeliers, l'école de médecine, au 6e arrondissement, là où la Révolution a commencé, les premiers grands débats de la Révolution française ont eu lieu là, dans cette salle, comme vous appelez l'époque. Et le musée d'art moderne a demandé de redéfinir l'espace pour le transformer en lieu d'exposition pendant un an, avec des expositions d'art contemporain pendant le temps de fermeture du musée d'art moderne. Et donc j'aurais proposé d'installer, on a redessiné évidemment des choses plus fonctionnelles, mais l'entrée, comment on rentre dans cet espace, comment fonctionne la billetterie, etc., les questions de flux, et ils m'ont demandé de dessiner la première expo. La première expo, et on leur a proposé de travailler sur quelque chose qui serait de l'ordre de la fragilité la plus extrême, de façon à rendre l'acte de visiter une exposition la plus délicate possible. Le projet s'appelle Révolution, c'est un faux plafond qui s'effondre, un faux plafond en Kapton, qui est cette matière qui sert à faire des couvertures de survie. Un matériau à la fois très ambigu, qui parle aussi du monde dans lequel on est, c'est un matériau de haute technologie, qui est fabriqué par des compagnies comme Dupont d'Amour, qui servent à la fois à protéger des techniques ultra développées comme celle des satellites, puisque c'est un matériau qui est non pas isolant, mais réfléchissant, qui réfléchit la chaleur, la lumière, absolument tout, et qui donc est utilisé sur les, au départ a été développé pour les techniques militaires et l'aérospatiale, et qui se retrouve dans la rue pour protéger les corps fragiles des SDF et autres personnes en situation extrême. Voilà. Ramener cette ambiguïté, montrer finalement qu'on peut produire, qu'on peut construire, je dirais pas de l'espoir, mais en tout cas un questionnement sur ce monde avec quasiment rien. Peut-être interroger aussi des principes, un peu d'esthétique, un peu peut-être, et de focaliser l'attention sur bien souvent ce qui n'est pas ce auquel on prête le plus, mais la parole, la pensée. Et en fait, c'était pour définir, le projet pour définir un espace de conférence qui, pendant 2 mois, durant cette exposition, accueillait des philosophes et penseurs dans un espace qui n'était pas
fait pour, ici, pour pouvoir discuter et échanger des idées. Voilà, hop. Sur ces questions de fragilité, de protection de corps, un projet plus récent, Home Sweet Home, je mot sur le Home Sweet Home, Suit c'est un costume, donc la maison qui devient costume, et comment fabriquer à un moment donné avec des fragments de nos espaces domestiques un autre espace, celui de notre corps, au plus près de notre corps, qui serait l'ultime protection, on deviendrait nous-mêmes les doudous de nos propres vies, pour se protéger de ce monde qui nous fait peur, de ce monde qui peut-être tend à être de plus en plus monodirectionnel, de plus en plus hygiénisé. On n'a pas vraiment d'autonomie pour penser autrement, à être différent. Même si tout ça a tendance à être questionné tout le temps. Je suis une des voix qui questionne ce monde. Voilà, je produis ce genre de projets qui sont des questions. Des questions qui tournent toujours autour de la même situation. Qu'en est-il de nos corps, de nos fragilités? Comment résister? Comment envisager le monde autrement? Comment les prendre à bras le corps et énoncer d'autres possibles, ouvrir des portes, des sens opposés ou différents de ceux qui nous sont imposés. Par la discipline en la pratiquant de façon indisciplinée aussi, l'architecture n'est pas un monobloc, une montage, c'est un système qui est à la fois régi par un certain nombre de normes, liées à nos professions, peut-être aller regarder à côté avec d'autres techniques, avec d'autres systèmes, d'autres façons d'exister. Là, c'est un projet qui s'appelle One Square Meter House, c'est une maison pour une personne. Alors, l'explication de cette maison, c'est que finalement, l'architecture, la maison, particulièrement, est toujours le fruit d'un certain nombre de situations et reflète finalement toutes les questions liées à nos inégalités, aux différences sociales et sociétales. Et donc là, c'était comment réfléchir sur produire une maison qui soit identique pour tout le monde, de façon systématique, qui soit la maison de chacun. Et après le home, sweet home, la maison costume, la maison d'1 mètre carré qui n'occuperait qu'1 mètre carré au sol, qui fait que la maison coûterait toujours le même prix. Sa construction serait toujours la même. Ce qui changerait, c'est le prix du terrain, sur la question de l'unité de base, qui est celle du mètre carré, et de la finance de ce mètre carré. On se finance ce mètre carré. Donc une maison qui fait toujours 1 mètre carré, et qui pose la question du devenir de soi-même dans un monde où le collectif a tendance à s'effacer peu à peu et à être dépassé par l'individualisme. On a été jusqu'à réaliser un prototype dans le cadre du tramway, du tracé du tramway, qui est plus maintenant considéré comme une sculpture. Au départ, c'est une maison. Alors dans cette série de maisons, j'aime bien travailler pas toujours sur des projets théoriques. Le précédent est ce que je pourrais qualifier d'un projet théorique. Là, on est plutôt dans une commande un peu étrange. C'est un projet qui s'appelle Porcelaine Bunker, qui est un projet pour 2 hommes, un couple de garçons qui sont venus me voir, l'un des deux, et qui m'a demandé de dessiner la maison idéale pour leur histoire d'amour. Voilà, Porcelaine Bunker, une maison qui serait juste une peau, qui renfermerait une peau en porcelaine, fragile comme l'amour, fragile comme une relation, qui renfermerait, qui protégerait de façon très très fragile, bien sûr, un territoire de jeu, une espèce d'énorme, nette toile pour se livrer à l'amour, plein d'autres choses, l'animalité, le désir, la violence. 2 points dracons au sol, la cuisine, l'espace ici, l'espace d'hygiène, la salle de bain ici,
Et sous la maison, l'espace collectif socialisé. À l'étage, l'espace animalisé, celui du désir, et au rez-de-chaussée, sous la maison, celui de la représentation et de la négociation. Ça me ramène sur une autre maison dessinée pour un client. Alors, cette maison est une commande théorique, avec une réponse pragmatique. Et là, on arrive à une commande pragmatique et une réponse théorique, puisque la maison n'a pas été réalisée. Celle d'avant, le projet n'avait pas pour objectif d'être réalisé, c'était une maison, un gift, un cadeau, une idée. Celle-ci était une commande pragmatique qui était de comment faire une personnalité publique, un artiste très connu, comment dealer avec, je dirais, cette situation entre personnalité publique et personnalité intime, privée, et comment produire une maison qui négocie avec ces deux situations. On a commencé sur des histoires très focus, très focalisées sur le programme. On est arrivé à une traduction de la demande qui au départ était celle-ci. 5 chambres, 4 chambres, un certain nombre de salles de bain, toutes liées aux chambres, salle de bain centrale, salon, etc. Un hall d'entrée, un couloir qui dessert toutes ces chambres, un espace de musique. À quelque chose qui devient une espèce de trouble entre privé et public, entre individuel, collectif, privé, collectif, une espèce de mix total. Et cette maison qui devient un espace privé ou un espace intime à usage public. Et on inverse complètement l'histoire de la maison. Et donc c'est une maison qui est pensée comme un espace public. Ce client, ce monsieur me demandait une maison où il pourrait inviter tout le temps des gens à rentrer, à sortir. Ce serait constamment échange. On parle beaucoup de dire qui c'est. Je sais pas, j'en parlais un peu plus. Mais voilà, en fait, la maison pensée comme un territoire public, avec une partie qui est le paysage, une partie qui est l'entre-deux, le no man's land, et une partie qui est la ville, qui est cet espace qui est pensé un petit peu comme dans le texte de Gertrude, dans le texte de Laurie Anderson, où elle dit je suis dans mon corps comme beaucoup de gens sont à l'intérieur de leur nature. Je suis un étranger dans un corps. Et donc on pense la maison, on a réfléchi à la maison, on a produit une maison. En fait, toutes les fonctions usuelles de la maison sont pensées de façon collective et partagée. Donc les cuisines, les storage, les salles de bain, les lits, tout ça sont des éléments fonctionnels. Tout est réglementé, normé, et tout le reste est un territoire de liberté, de désir. Et donc la maison, pour qu'elle soit complètement territoire de désir, devient une maison où les murs s'ouvrent, où il n'y a pas de fenêtres, c'est les murs qui s'ouvrent, qui se referment, et dans laquelle on se promène entre ces blocs de fonctions établis pour inventer d'autres pratiques. Ici une piscine avec des poutres au milieu. Il faut passer au-dessus des poutres, sous les poutres pour nager. Voilà, un territoire à investir, un espace public à usage individuel, ou un espace individuel à usage public. Et là, on est dans l'espace individuel à usage public, la maison qui se referme. Alors, un projet un peu plus. Alors, c'est étonnant parce que j'ai oublié un projet. Je le fais comme ça sans que vous regardiez. Mais en fait, ce projet est lié à un autre projet qui s'appelle Stairway to Heaven, qui est un projet que vous avez fait à l'époque pour un prix d'art contemporain, qui était le prix de la Tabaccara, le prix Philippe Maurice pour l'art contemporain dans l'espace public, c'est une petite histoire. Et j'ai été casté pour ce prix sur
Et le principe du prix, c'est que chaque nominé doit faire une proposition pour un espace public. Et j'ai proposé pour un espace public, au lieu de traiter l'intégralité de l'espace public qui est en place, dans une ville à Castelnau-Brancourt, j'ai proposé de ne pas faire le traitement global de ce territoire, mais d'aller chercher ce qui avait le plus près et ce qui était le plus ambigu dans cette proximité, qui était la cage d'un escalier dans une tour HLM qui bordait le terrain. Et j'ai fait un projet qui est la copie exacte, j'ai proposé de faire la copie exacte de cette cage d'escalier, que ce soit cette cage d'escalier copiée, reproduite, qui devienne une nouvelle espace public. Parce que la cage d'escalier qui est une cage d'escalier dit en réalité 10 négociations. Est-ce que la cage d'escalier fait partie de notre habitat? Est-ce que c'est un territoire public? Est-ce que c'est un entre-deux? Et j'ai amené cet escalier dans la place publique. Et c'est devenu le Stairway to Heaven, parce que j'ai repris, on a construit cet escalier avec une cage au-dessus. Cet escalier mène quelque part. Et ça s'appelle Stairway to Heaven, parce que ça nous emmène au paradis du jeu le plus. On est dans une cage où on peut jouer au basket devant toute la ville. Au même moment, on m'a appelé en Corée pour faire un autre projet entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est un observatoire en face de la mer jaune. Et qui parle des deux belligérants, de cet entre-deux territorial, des zones démilitarisées entre le Nord et le Sud, et qui est juste une tour de réflexion, un espace où on ne peut pas s'isoler. C'est un salon de thé en fait, en fonction. On va dans le salon de thé tout là-haut, de 3 étages, on est soit dans les cabines protégées, soit dans la cabine ouverte à tous les éléments pour ressentir cette idée entre deux, questionner aussi ce paradoxe qui est un pays de régime et des familles, de territoires, enfin, tout ce qui est lié à tout ça. J'avais contemplé un petit peu de sérénité sur le cerveau. Un autre projet, que des projets qui illustrent un peu tout ce qu'on disait, puisqu'on m'a demandé de parler d'art et d'architecture. Alors là, un projet qui au départ est de dessiner l'entrée, on est à Meudon, notre client, et c'est de dessiner l'entrée du parking, du garage, de la maison d'André Bloch, qui aujourd'hui est une fondation, qui a des propriétaires qui essaient de faire vivre la maison, de la faire visiter, de la faire exister, qui commandent, c'est une collection d'art, et qui commandent des pièces à des artistes. Et moi, ils m'ont demandé de redessiner, de transformer le petit bloc qui est ici, qui est un petit garage qui donne sur la rue derrière les murs, et qui est surmonté de 2 globes qui amènent de la lumière à l'intérieur. Donc le programme, c'était de dessiner, de redéfinir l'intérieur de cet espace pour en faire une réserve climatisée pour stocker les archives d'André Bloch en partie, et d'autres objets précieux, et de dessiner l'entrée de ce garage. Le contexte, c'est André Bloch, c'est sûrement le fondateur, architecte, ingénieur, fondateur de l'architecture d'aujourd'hui, qui était lui-même artiste et qui a construit une série d'objets dans ce jardin qui sont ces sculptures habitacles. Le parking est derrière, et voilà ce que je vais vous proposer à partir d'un dessin assez simple, c'est plutôt que de faire une entrée, faire un espace événementiel qui soit au fond du jardin, cet espace performance avec le bric-à-brac. Là, vous voyez un tout petit peu le bloc qu'on a réaménagé, la nouvelle porte, et plutôt que ce soit une entrée, que ce soit un espèce de territoire de négociation entre l'histoire et le côté sauvage de ce jardin, improbable. C'est aussi un kiosque, avec cette idée du kiosque, espace. Alors, la matérialité elle-même, c'est la mixture, le mélange, je trouve. Les étudiants sont très bons. Souvent, ce qu'ils nous disent, c'est
l'hybridation entre une technique et une pensée. La technique, c'est commander le bloc, c'est dommage, c'est la brique, le ciment qui coule, qui dégorge de l'acte de poser la brique l'une sur l'autre et qui reste comme ça, et l'icône, objet repris de la culture populaire qui est le boom, emoji, pour dire que ça gaz et qu'il y a de l'action, c'est tout. D'ailleurs, je me prête au jeu et moi-même je referme la porte du stockage. Alors, voilà. Tout ça sur le monde nous appartient, c'est assez intéressant, c'est que ce monde que nous aimerions être amis, il faut y participer. Il faut le prendre à bras le corps et des fois on prend à bras le corps de façon inattendue. Nous étions il y a quelques années, il y a exactement 4 ans, presque 5 ans, à Mexico pour un projet assez important, pour un bâtiment musée. Et un énorme tremblement de terre a eu lieu dans le sud du Mexique, qui a foutu en l'air pas mal de villes, dont Juchitán, petite ville du sud, dans l'état de Oaxaca, qui a été détruite à 80%, une ville principalement d'indigènes, des peuples des Chapultepec, les Indiens, et qui sont encore une population totalement mise à part, qui vit selon certains codes, mais que l'État mexicain, grosso modo, garde dans une forme d'ignorance pour pouvoir finalement, je sais pas de commentaire là-dessus, toujours est-il qu'ils sont dans un état, la ville a été construite de briques et broc et ce tremblement de terre a fait que la ville s'est effondrée. En gros, pour raconter la petite histoire qui donne la clé des choses, c'est que plutôt que d'enseigner, d'amener des fonds, qu'on apprenne et qu'on construise de façon durable, on les laisse dans l'ignorance de la construction et on les laisse construire avec des techniques qu'ils ne maîtrisent pas, comme le béton, l'acier ou autre, et ils fabriquent. Et tous ces bâtiments, la moitié de la ville était construite de façon spontanée, entre le bidonville fait en 3 tôles, qui se pérennise et qui devient du béton et du solide, et donc les dégâts quand ça collapse, plus important. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. On y arrive quelques jours après, la ville est dévastée. Et on commence à discuter et à proposer, avec l'ONG avec qui on travaillait, de réfléchir sur non pas l'habitat de reconstruction, mais de construire, d'élaborer un plan pour avoir des systèmes qui seraient des lieux, un système de maillage qui permettrait que la communauté puisse en fait trouver un refuge en cas de réplique et autres. Et on part de quelque chose d'assez simple. Je ne m'explique pas très bien. En fait, c'est de faire une maison collective, des abris collectifs qui permettent aux familles, en cas de volontaire ou de danger, de se retrouver pendant le temps du danger. Ce sont des points, en fait, c'est comme un bunker à ciel ouvert, mais qui serait un bunker pour les catastrophes naturelles. Et on part finalement d'un truc assez simple qui était quelle est la définition de la maison, du foyer pour ces personnes, pour ces communautés. On arrive au hamac, et finalement, est-ce qu'ils considèrent être leur rôle, leur foyer, et qu'ils portent. Alors, c'est des hamacs qui permettent à 3 personnes de dormir l'autre. Et c'est ce qui représente leur maison. C'est pas la maison, c'est pas l'habitat en soi, la construction. Ce qui est la maison, c'est le hamac, c'est là où on range ses affaires précieuses, et c'est ça qu'on emmène avec soi. Et du coup, on commence à travailler sur
cette proposition qui est de construire un bâtiment qui soit le lieu où on va installer nos maisons. Une maison collective ou un toit collectif pour venir y accrocher et installer nos maisons en cas de danger si on reste. Et après, on va chercher je ne sais plus comment il s'appelle cet animal-là, mais en mexicain, c'est l'armadillo, c'est l'armure. Et on construit, on fait cette proposition, voilà, on va construire cette espèce de lieu de refuge au milieu de la place. C'est pour revoir c'est le seul endroit collectif qui avait envie, c'est les terrains de sport. Et du coup, on prend un morceau du terrain de sport qui est là, hop, on change un peu toute l'organisation, tout ça, ça peut être une cricket, un bâton, il y a un peu de basket foot, et on s'installe au milieu. On y installe l'architecture d'Armadillo, qui est juste une coque toute stable, et dans laquelle on installe, on peut venir installer les hamacs de la communauté, qui est mis à 10 cm au-dessus du niveau aussi, puisque la ville peut être c'est l'objet, la chose, et le système qui puisse installer une maison. Alors, tout ça est lié à une ONG avec qui on a travaillé, pour qui on était en train de dessiner à ce moment-là le siège à Mexico. Une ONG qui s'appelle A47, Alumnos, les élèves de la rue 47, qui avait pour objectif, avait, parce qu'elle a été dissoute, cette ONG, qui est en train de revenir un peu sur le monde fort, mais qui nous avait demandé de dessiner leur quartier général. Donc on a travaillé sur un principe qui était une plateforme culturelle qui devient une plateforme. En fait, c'est comment transformer l'idée du culturel dans une idée d'action, et du coup, d'avoir un espace opérationnel qui est une piste d'atterrissage. On est parti de la piste d'atterrissage pour pouvoir, quand il n'y a plus de transmission, quand il n'y a plus de contact, pouvoir emmener et aller dans les lieux qu'on nécessite. Donc ce lieu culturel peut devenir soit une salle de conférence, un lieu culturel, soit un lieu logistique opérationnel. Donc on a la salle, qui est une salle d'exposition normale, dans laquelle on a fait des expositions, et en cas de nécessité, devient la salle de logistique pour alimenter et servir la plateforme d'hélicoptère, et la salle de conférence disparaît et devient juste la piste d'atterrissage de l'hélicoptère, une salle de musique sous-sol qui est le stockage aussi. Dans l'ensemble, voilà. Un autre projet au Mexique, qui non plus n'a pas vu le jour, qui était la bibliothèque publique, qui est un bâtiment qui est pensé, en fait, sans entrée qui donne sur deux rues, et qui est un bâtiment qui devient, comme les passages parisiens, qui devient un bâtiment qui se traverse, une bibliothèque qui se traverse, et dont les livres et l'accès aux livres se fait à partir d'une capillarité, et donc c'est dans les étages. Et la bibliothèque est pensée comme un espace public qui se traverse comme une rue. Donc il y a l'espace des situations. Une tour au milieu de l'Amazonie, une machine, ça c'est Broken Eye Rise, une tour au milieu de l'Amazonie, une architecture pour faire l'amour dans la rue. Je raconte ça comme ça, c'est pas tout à fait l'histoire. C'est une proposition pour les réseaux sociaux de rencontres, les sites de rencontres, qui était d'avoir des cabines dans la rue, ça s'appelle la table de roue, qui est des sites dans la rue où on va avec son téléphone et on se rencontre avec la personne qu'on va matcher dans cette cabine, dans cet espace, et on voit si ça matcherait en réalité. Ces petits dessins par rapport à tout ça. Voilà. Histoire de genre, des histoires de lecture du monde,
ça c'est drôle parce que ça c'est le texte de Laurie Anderson, je savais bien que je l'avais, cette chanson c'est hello. Et en fait dans Laurie Anderson, dans le texte, elle reprend la représentation genrée, normée, qui est partie avec l'assaut d'Explorer pour parler de la planète Terre, on a envoyé sur un disque qui date des années du siècle dernier, on a envoyé une espèce de représentation de ce que faisait l'humanité, la Terre. Et la représentation des humains, voilà, c'est ça. C'est l'homme, genre M, qui est le A, la femme, genre F, qui est à côté de lui. On les a repris, on les a un tout petit peu inversés. On a un tout petit peu de complexité à cette histoire-là. Et pour pouvoir travailler justement sur cette question de cabine, d'objets, je dirais pas d'objets transitionnels, négociationnels, mais d'objets de rencontre, d'objets de partage, qui est la cabine Tender. En paradis avec le cerveau. Il est caché quelque part. La Tender Room qui nous amène sur un autre projet, Home Palace. Alors là, qui négocie autre chose, qui était la question de la représentation de l'espace domestique et comment dans l'espace domestique, en fait, on est lié à des normes et c'est très compliqué d'en sortir, d'entrer et d'une entrée. C'est l'endroit où on va ses chaussures, ou alors on reçoit un salon, ça cause une chambre, c'est l'endroit où on dort. Mais tout ça est très rigidifié, codifié, etc. Et c'était dans le cadre d'un projet à Pékin, on nous a demandé de réfléchir à ce que pourrait être l'endroit le plus luxueux, la maison la plus luxueuse, ou l'appartement le plus luxueux pour les clients de cette compagnie. Et on leur a dit, c'est le Home Palace. Le Home Palace, parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus précieux dans un palace, la maison qui devient palace, c'est de produire un lieu qui soit luxueux, comme Guibert. Ce serait Hervé Guibert, ce serait le lieu, pour le paraphraser, c'est un lieu où la perte de temps serait inutile des luxes. Je paraphrase très mal, mais la citation est mauvaise, mais c'est ça. Et donc on a proposé à nos amis promoteurs immobiliers de Pékin, pour cette tour ultra luxueuse où le design architecte était amené à proposer des espaces de luxe, de faire la maison, l'espace de luxe le moins cher possible, le plus standard possible et qui générerait le plus d'inattendus et de temps possible et d'appropriation. Et donc on a transformé ce qui était l'entrée, donc l'appartement fait 150 mètres carrés, il était brut. On a transformé le plan, parce qu'on nous demandait c'était le décorer. On a dit on prend cet argent pour le décorer, on le transforme, on modifie un peu la structure. L'entrée qui était là, on la transforme en une pièce. L'entrée de l'appartement devient la moitié de l'appartement. Et on réduit toutes les autres fonctions à leur strict minimum. Et donc on propose de faire une espèce de boîte en verre qui s'impose dans l'appartement, qui contamine cet appartement, qui s'impose dans cet appartement. Au niveau décoration, objets fonctionnels et autres, on fait tout peindre en kaki. Peut-être un petit clin d'œil à l'armée rouge, qui s'habille de costume kaki, pas rouge. Il y a quelques films de propagande dans les télés. On fait tout peindre en gris, kaki, saumon, je ne sais pas trop quelle couleur c'est, mais on voit kaki militaire. On n'achète que du mobilier acheté dans la boue, entre le moins cher. Donc ça, on voit un petit film de propagande. On installe, voilà, ça c'est la cuisine. Au fond, la salle à manger, le salon, la cuisine, l'entrée, une des entrées de la boîte en verre, les salles de bain qui sont de l'autre côté, les chambres, il n'y a pas de matelas. On va rentrer dans cet espace, dans cette entrée, ce territoire des possibles, qui est un territoire vide, semi-transparent, reflétant l'extérieur sans qu'on sente ce qui se passe. On ne peut rien installer, c'est-à-dire tous les éléments
de mobilier représentant socialement, on ne tire pas là-dedans, c'est une politique trop large, il faut quoi que ce soit, on s'y installe. On dépense une partie du budget dans des vrais coussins en soie, brodés dedans. On y installe des cendres, on va faire des paresseux, s'accrocher au plafond. On s'amuser avant de rentrer dans l'espace domestique. Et un but, surtout, réfléchir, essayer d'envisager d'autres aussi, d'autres mondes. D'autres mondes, on en a fait quelques-uns après. Un bar, XYZ, qui questionne un peu une espèce de représentation de ce qu'est l'entertainment, le plaisir et autres. Un bar rose, du kaki, masculin, féminin peut-être. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. En arbre, en vieux marbre, comme une vieille peau. En fait, le bar serait total et les gens viendraient négocier, exister autour de verres, de drinks et autres. Voilà, un bar à explorer. La question de l'intérieur était assez intéressante de travailler là-dessus. Comment réfléchir sur une intériorité de bâtiment et un bâtiment très important à Gand, un bâtiment en Belgique, une espèce d'utopie du 19e, entre cité ouvrière, cité anarchiste. Et le client qui a acheté ce bâtiment l'a transformé, c'est devenu pendant très longtemps des appartements normaux, à louer. Et il a transformé, lui, est arrivé, mathématicien complètement loufoque, et il voulait refaire naître cette espèce d'utopie qui était du vivre ensemble, du loyer abordable pour tout le monde, du partage. Et donc il a récupéré toute cette cité qui s'appelle le Zebrastraat. Zebrastraat parce que c'est la rue du zèbre, c'est le quartier du zoo de Gand. Chaque rue avait un nom d'animal, aussi le roi lion, des histoires de colonies et en fait il voulait complètement faire disparaître, tout ce truc-là et de ramener ce qui était le lieu de son état originel d'utopie collective et d'y ramener un nouveau souffle. Alors, pour la petite histoire, son monsieur, client le plus jeune, il a 80 ans, et il nous a demandé de faire le bar le plus actuel possible, enfin qui parle des choses actuelles d'aujourd'hui. Et du coup, cette espèce de lui, il a transformé, tout le bâtiment a été retransformé pour du loyer à court terme, low cost renting. Et donc toutes les chambres du bâtiment sont revenues à des prix quasiment à une typologie d'origine, très petite, avec des cuisines collectives, et on peut renouer son loyer tous les 15 jours. Pour une semaine, 15 jours, un mois, 3 mois, et tout ça se remet avec des systèmes d'aide, tontine, je sais pas, une espèce de banque interne, tout ça, qui fait que les étudiants et autres personnes qui ont excédent à l'habitat peuvent se retrouver là et vivre. Et donc il manquait l'histoire du bar, il fallait la cuisine, le bar, où tout le monde se retrouve, le collectif par excellence. Et on est parti sur cette idée de bar muqueuse, d'intérieur, d'étranges lieux qui deviendraient un lieu voilà, qui ne serait pas. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'était assez intéressant de travailler sur un lieu non. C'était sa demande. Je parlais pour le passé, parce qu'il était très malade, quand il était
voulait un lieu qui soit non-genré. Il a appelé une barre le XYZ. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais en tout cas. Alors, dans mon job, dans complètement autre chose, d'autres commandes. Là, c'est une commande pour Hermès, un projet de scénographie pour la grande joaillerie Hermès. J'ai dessiné juste, je l'ai appelé Cosmogonie, une espèce de vaisseau spatial qui tient des ersatz encore pixelisés pour montrer des choses. Voilà, une architecture pour des choses inestimables de valeur. Je ne sais pas si elles sont estimables, mais voilà, c'est des bijoux. C'est un dispositif pas très intéressant, mais quand même, une boutique pour forge déprimée, une marque, un jeune homme, bien surtout rapport qui a monté une marque, c'est une forge déprimée, et pour qui on a fait une espèce mais plutôt de banque suisse, d'intérieur de banque suisse, où on peut aller acheter des t-shirts à 800 € avec des trous. Mais bon, c'est assez intéressant. Avec une chaise, une de mes chaises, Lovely Tender. Ah, mais c'est cool, c'est pas vrai. Je suis pas sûr que. C'est un exercice, les langues de l'exercice. Ça donne des lieux, des expérimentations, questionnent aussi là, le rapport à. J'en ferai pas ma ligne conductrice, mais le rapport à ce qu'est la consommation et les écrins en consommation. Je vais finir juste avec le dernier projet qu'on vient de finir cette semaine. Il y a des photos, vous allez voir, le bâtiment n'est pas totalement fini, pas totalement accompli. La Belle et la Bête, c'est comme ça que je l'appelle pour l'instant, qui est un atelier pour un artiste, un atelier d'artiste pour un artiste, qui s'appelle Jean-Luc Moulin, qui m'a demandé de dessiner son lieu de travail. C'est une de ses œuvres, c'est son étude, qui m'a demandé de dessiner, de réfléchir autour de sa pratique du travail. Jean-Luc regarde le travail d'artiste ou l'œuvre, la production d'art, non pas sous un prisme comme ça idéalisé, mais sur celui de la tâche, la question du travail, sur la question de l'acte répété, de l'acte auto-géré. Voilà le programme du projet, qui était d'un point zéro venir à occuper l'infini par l'action du travail, par l'action des gestes répétés. Alors il y a un peu de Deleuze dans tout ça, un peu de répétition, de différence, d'actions comme ça qui se démultiplient pour devenir effectives. On est parti d'un principe assez con qui était de dire finalement, si c'est un lieu de la main, un lieu du travail, un lieu de la répétition, l'architecture ne pourra être que répétitive. Mais à quelle architecture, à quelle référence tenir, peut-être celle des usines, des lieux du travail qui sont historiquement fonctionnellement pensés, aller chercher la lumière au nord, voilà, le confort, etc. De quelle taille, peut-être 50 mètres carrés, qui était la taille initiale aussi de l'atelier de la ville de Paris qu'occupait Jean-Luc Moulin à Paris, avant, les lieux où j'ai fait rendez-vous, les premiers rendez-vous avec lui pour travailler sur le programme. Voilà. Ça a donné un projet qui est juste une espèce de déplacement, d'articulation de ces pièces, de ces micro-territoires qui sont je dirais, ces lieux de travail originaux, qui est la taille de son atelier original, 50 mètres carrés, 47,9 je crois, exactement. On a reproduit pour sa nouvelle demande en disant, finalement, ce qui est intéressant, c'est de reprendre cette espèce d'élément architectural qui est le tien, qui est ta référence, qui est ton lieu de travail habituel, et plutôt que d'essayer d'en faire, de dessiner quelque chose qui soit totalement différent, beaucoup plus important, etc., on va reprendre toujours le même espace, on va juste le démultiplier. Et là, tu pourras, de cette manière-là, transporter avec toi ta corporalité, ta connaissance du lieu, et t'adapter à sa répétition avec de nouvelles fonctions. Voilà les trois principes et l'évolution du projet.
côté iconique de l'usine, principe assez simple, la question du travail, les territoires, ce qui sont les uns à côté des autres, le shift qui à un moment donné nous permet d'amener une espèce de variation inattendue aussi, et de s'échapper de la répétition et de la monotonie, et puis l'arrivée finale avec le troisième niveau qui est l'adaptation du projet conceptuel au projet, je dirais, légal, normatif, puisqu'il faut bien rentrer dans les codes d'urbanisme et autres. Et donc on est obligé d'un moment donné quand on voit le projet tel qu'il était dessiné. Contrainte de coût, on est dans un projet d'atelier, de lieu de travail, on n'est pas dans un objet domestique et ostentatoire. On est aussi sur une question de durabilité, d'intégration, on est juste à côté des champs. Et donc il va falloir réfléchir à la question du timing, la question du coût, et la question de la durabilité et de l'impact voilà, que les sujets, tous les sujets qui nous impactent aujourd'hui et qui font vous n'êtes pas très longtemps. Je trouve ça très bien. Bon, je sais plus comment pouvons-nous agir aujourd'hui, après nous que vous avez laissé là, comme ça, je sais pas. On peut essayer de trouver des solutions. Alors, bâtiment préfabriqué, tout fabriqué, totalement fabriqué en atelier, monté en 4 semaines. Les matériaux sont ceux de leur fonction, donc le bois, l'isolant, l'infrastructure, etc. Des isolants de polymère qui vont faire l'étanchéité, aucun matériau de représentation d'embellissement. On est dans la vérité nue, c'est la bête, une bête avec ses verrières en polycarbonate et la lumière. Son grand portail pour décharger les camions. Son comptoir provisoire, tous ces espaces répétés, toujours la même note qui se répète et qui, dans son assemblage et son glissement, génère son intériorité. Donc la bête est peut-être la belle à l'intérieur, la douceur, le travail, l'espace de vie. C'est toujours les mêmes surfaces qui, collées en faisant disparaître, génèrent de l'inattendu, du unexpected, avec des fonctions. Donc là, c'est l'unité de base, à chaque fois. Puis on a un mur qui vient casser un peu l'ambiance, et il y a la mezzanine, le deuxième étage, avec cet escalier standard. Des choses un peu moins standards, comme des éclairages qu'on a ici, éclairage particulier, intense. Des chaises que Jean-Luc Moulin a fabriqué avec les restes des palettes, des matériaux qui arrivaient au site. Un peu de glyphosate, parce qu'on est quand même dans les champs. Et puis l'atelier qui commence à s'installer, à vivre. Voilà. Une photo que j'aime bien, parce que la percée du bâtiment il est axée sur le solstice d'été. Et le commanditaire, son occupant, et les voisins. Voilà, merci. C'était juste pour finir. Donc, la conclusion, il y en a pas. Soyez naturel et à l'écoute. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Pas de questions. Ça s'adressait à qui enfin,
Ça s'adresse à un artiste, le dernier bâtiment, mais il faisait quoi exactement? Il produisait quoi, l'artiste? Il produit des œuvres. Voilà, Il fait de la peinture. Il est sculpteur. Au départ, il est photographe. Ok. C'est un photographe. Il y a toute une partie, je pense, photo, parce qu'elle n'était pas prête. Là, ça y est, on a fini, qui est la partie archive photographique et laboratoire. Dans 50 mètres carrés, des espaces de bâtiment. Il a commencé à avoir une pratique, je dirais, discordante de la discipline de la photographie. Il commence à être photographe. Et puis après, il commence à faire un peu de peinture, de sculpture, de l'assemblage, etc. Aujourd'hui, il est artiste contemporain, plutôt sculpteur. Plasticien, il est dans le plasticianisme. Voilà. C'est intéressant la question du. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a. C'était assez intéressant parce qu'on est dans une relation de l'architecture qui est pas mal parce que moi je trouve assez important, c'est que les projets que je vous ai montrés, les derniers projets, c'est par exemple que je fais avec des personnes qui sont. Je les appelle des clients, mais en fait c'est pas des clients, c'est des amis. Des personnes avec qui j'ai d'abord avant tout une relation très proche. Et dans notre pratique, en fait, je parlais au début, cette idée d'art et d'architecture, c'est que quelque part, ce sont des œuvres architecturales et qui ne sont pas des œuvres normées, au sens où elles ne sont pas, entre guillemets, je dirais, standardisées. Elles sont uniques parce qu'à chaque fois, les personnes, c'est l'œuvre qui correspond à la commande. On est dans un truc dans une pièce totalement unique qui ne peut exister que par cette personne. Parce que la question au départ, c'est qu'est-ce que je peux avoir pour moi. Donc, moi, je suis là juste pour. Je suis pas très clair. Pour modeler l'idée, Ouais. ces idées. C'est marrant, j'ai jamais eu ça comme ça. Je pense que c'est plus. La question, c'est que chaque projet est lié à une personne, complètement. Donc, c'est pas. Quand je parle d'indiscipline, c'est aussi qu'il n'y a pas proprement dit de. Je ne sais pas jusqu'à dire de style ou d'esthétique qui se répète. Il y a une façon de faire, probablement, mais chaque projet est vraiment la personnalité qui mérite. C'est une forme comme ça d'inspiration qui vient de la personne. Enfin, Merci. Merci. Merci à vous.